l'évolution du conflit, la capacité de l'État à tenir. On regarde une vidéo et puis on revient. Le Premier ministre malien exhorte la population à ne pas céder à la panique après les attaques meurtrières. L'objectif de l'ennemi était de conquérir le pouvoir en démantelant les institutions de la République. Il est évident que sans l'appui des sponsors, ces actes lâches des barbares n'auraient jamais pu se réaliser. Quels étaient l'objectif de ce groupe terroriste? Il y en avait essentiellement 3. 1. S'aimer la peur et le doute. Nous n'avons pas peur, nous ne douterons jamais. Selon les analystes, ces dernières attaques constituent le défi le plus grave auquel l'État malien ait été confronté depuis l'offensive de mars 2012. De retour sur le plateau, les groupes armés terroristes seront traqués jusque dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire. C'est le président du Mali, Assimi Goïta, qui parle. Et ce n'est pas une formule, c'est une réponse directe, mesdames et messieurs, à une attaque qui visait clairement à faire vaciller l'État du Mali. Le 25 avril 2026, le pays est frappé simultanément sur plusieurs fronts. Une offensive coordonnée menée par des groupes liés à Al-Qaïda, alliés à des forces rebelles, pensée pour créer le chaos, désorganiser le pouvoir et provoquer un effondrement rapide. Mais cet effondrement n'a pas eu lieu, mesdames et messieurs. L'armée s'est déployée, les positions stratégiques ont tenu, les institutions sont restées debout et surtout la riposte a été immédiate, avec un objectif clair: traquer, neutraliser et reprendre le contrôle. Ce moment est décisif parce qu'il révèle deux réalités en même temps. D'un côté, une menace structurée capable de frapper au cœur, de l'autre, un État qui encaisse, qui tient et qui répond là où beaucoup l'attendaient en difficulté. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de revenir sur une attaque, mesdames et messieurs, il s'agit de comprendre un basculement. Est-ce que le Mali est en train de perdre du terrain ou au contraire de reprendre l'initiative sur le terrain, dans sa stratégie et dans sa capacité à imposer son propre récit? Et au-delà du Mali, c'est une question fondamentale, mesdames et messieurs, pour tout le continent. Que vaut la souveraineté lorsqu'elle est mise à l'épreuve et que révèle la capacité d'un État à tenir quand tout semble conçu pour la faire tomber? Voilà, mesdames et messieurs, vous avez les informations et les différents points que nous allons aborder durant ce débat avec nos invités du jour. Donc, Monsieur Tchambel Guimayara, je me retourne vers vous avec le recul. Donc, quelques jours sont passés. Que s'est-il vraiment passé? Quelle lecture avez-vous concernant donc, cette attaque du 25 avril 2026? Et est-ce que cela marque un tournant pour le Mali et lequel? Merci de cette invitation et de ces propos. Je tiens à m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, et ça depuis 2012 jusqu'à nos jours, et surtout ceux qui sont tombés lors de ces événements dramatiques du 25, civils et militaires, plus particulièrement le ministre de la Défense, le général d'armée à titre posthume, Sadio Kamara. Je m'incline pieusement, je respecte son sacrifice, son combat jusqu'au dernier goutte de sang pour sa patrie. Ceci dit, il faut mettre cette attaque dans une longue lutte terroriste, une longue lutte obscurantiste, une longue lutte, une agression d'État qui veut des États dans un espace, qui veut se battre pour sa souveraineté, pour relever la tête, pour tenir. L'agression simultanée n'est autre que des attentats terroristes avec des buts et des objectifs de décapiter un État. Cet attentat, cette ville attaquée simultanément, ce n'est pas des petits groupes terroristes qui peuvent faire ça. Il faut un mécanisme derrière, il faut une organisation derrière, il faut surtout des préparatifs. Je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais les spécialistes nous en diront. Ce que j'ai pu observer en tant qu'observateur depuis 2012 de cette lutte-là, j'ai vu quand même que pour que une telle agression puisse se faire, se mettre en place dans un État qui est accompagné, soutenu par des partenaires techniques et partenaires francs, sincères, il faut de la préparation, il faut du temps, il faut de la logistique, il faut des moyens. Et on parle de la plus importante agression depuis 2012. Est-ce que vous confirmez selon vous? L'une des plus importantes. On en a connu pire. On a eu les 2/3 du territoire sous la coupe de ces forces rebelles. Et ça, c'était une autre époque où la presse occidentale jouait une cabale médiatique, pouvait rendre une victoire sans tirer un coup de feu. Ce n'est plus le cas malheureusement avec la création de l'AES, avec l'appui des partenaires techniques comme la Russie, la Chine, la Turquie et d'autres.
Aujourd'hui, on a notre narratif, il y a un espace qui s'appelle l'AES, il y a des partenaires qui sont la Russie et la Chine et la Turquie, et le Mali s'est diversifié, et l'homme malien même s'est formé, parce que nous comptons d'abord sur nos propres capacités, notre capacité de résilience et de faire face à cette situation avec nos amis. Donc ce n'est plus le cas, malheureusement ce n'est pas possible, mais c'est un coup dur. Ça reste un coup dur parce que il faut désormais agir dans la perspective d'anticiper de telles actions et de ne pas permettre à ce que ça se fasse. Mais quand tu as le monde entier contre toi, quand tu as des États voisins avec lesquels tu partages 1400 km de frontières et que tu as des zones de repli, que tu as un sabotage, un sabordage, un plan mûri, conçu, préparé avec des experts ukrainiens, avec des Italiens, avec la mafia venue du monde entier, je me pose des questions. Quel État pourrait résister à ça et se réveiller si ce n'est pas par bravoure des femmes et qui se sont battus, qui ont résisté, qui ont déjoué ce coup? Parce que l'objectif, c'était un coup d'État. C'était renverser les autorités, c'était tuer, c'était s'aimer le chaos et le désordre, c'était installer notre régime. Mais ça n'a pas lieu, ça n'aura jamais lieu au Mali. Merci beaucoup, M. Guimbayara. Je me retourne vers vous, M. Jacques Munombo Kumba. Donc, même question. Donc, après plusieurs jours, après de nombreuses informations qui ont été véhiculées, avec le recul que nous avons aujourd'hui, quelle est la lecture que faites-vous de cette attaque du 25 avril? Est-ce qu'on peut parler d'un tournant pour le Mali et pour cette guerre pour la souveraineté du continent africain, notamment du Mali et de l'AES? Je voudrais introduire mon propos en parlant l'une des pensées d'un homme politique italien, notamment un grand penseur, qui était un marxiste, au nom de Gramsci, Antonio. Il disait: le vieux monde se meurt, le nouveau tarde à arriver, et dans ce clair-obscur, en fait, surgissent les plus dangereux, les monstres, etc. En fait, ce qui s'est passé au Mali, c'est une opération, de mon point de vue, qui n'est pas prosaïque, elle n'est pas banale, mais c'est une opération terroriste qui avait été méditée, planifiée, pensée, programmée et implémentée dans le but de déstabiliser, disons, le gouvernement de la transition. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas attaquer un pays au point de tuer même l'un de ses éléments clés. Ce fut le cas, par exemple, avec la mort de notre bien-aimé ministre d'État et de la Défense, Sadio Kamara, qui vient de perdre sa vie, perd son âme. Mais on voit très bien que, en fait, les groupes terroristes, aujourd'hui, on peut quand même dire qu'ils n'agissent pas en tant que groupe terroriste. En fait, il y a des forces obscures derrière qui les financent, qui les équipent, et ils bénéficient même du renseignement, parce que je ne peux pas imaginer un pays comme le Mali et une grande personnalité de cette trempe puisse être cueillie de cette façon, avec beaucoup de facilité. Donc on voit très bien que c'est toute une cabale derrière qui est là. En fait, les groupes terroristes, ce ne sont que des pions qui sont sur le jeu de dames qu'on est en train de pousser. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que ça peut nous servir de leçon dans le sens que ça nous permet de redoubler d'efforts, de vigilance pour comprendre que l'ennemi en face n'est pas fair play et donc il ne fera jamais les cadeaux. Il va falloir que nous puissions nous armer d'abord nous-mêmes, comprendre qu'eux, ils ont aussi des armements lourds et que dans le même temps aussi, nous devons comprendre que le chemin que nous avons choisi, qui est celui de la souveraineté du Mali ou encore pour les autres pays de l'AES, c'est un chemin qui est tout à fait difficile. C'est pour dire que c'est un combat de longue haleine, c'est un combat qui nécessite beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, beaucoup d'espérance et beaucoup de patience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé effectivement, c'est quelque chose que nous déplorons tous, d'autant plus que c'est des actions barbares, c'est de l'ignominie, c'est des actes vraiment, on se dit, mais nous sommes encore au Moyen-Âge ou encore nous sommes vraiment en plein 21e siècle. Parce qu'on ne peut pas vraiment attaquer un pays comme ça et le pays qui est en train juste de défendre ses intérêts. Donc je pense que le long de cette émission, on pourra évoquer d'autres éléments qui nous permettront de comprendre mieux ce qui s'est passé effectivement. Baba Deme, le chemin de la souveraineté, le chemin de la liberté sera et est semé d'embûches et malheureusement de pertes importantes. Alors, on a vu, et je le redis ici, beaucoup d'images ont été véhiculées dans différents médias, dans des médias panafricains, mais également des médias mainstream internationaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il est facile pour une personne, pour un Africain, pour un téléspectateur, de faire la part des choses? Et surtout, vous, qu'est-ce que vous retenez donc, de cet attentat du 25 avril? Quelle lecture en faites-vous, Baba Deme? Oui, déjà, je m'associe aux condoléances, notamment et à la pensée aux familles du général et ceux qui ont perdu la vie, effectivement, ce 25. Et j'allais même, en fait, c'est comme si, comment on dit, vous m'avez devancé, mais c'était effectivement, je voulais commencer par cette phrase
du général Goïta qui disait nous avons fait le choix de la souveraineté et la souveraineté a un prix. Et c'est ce prix-là qu'ils sont en train de payer. Au-delà de ça, le côté soudain, c'est vrai que c'est soudain, mais moi ce que je vois, c'est plutôt un ensemble d'alliances contre nature qui se sont mis ensemble parce qu'ils se sont dit, il faut voir ça. Depuis la première tentative, c'était l'année dernière pour le camp Kati, au moment où ils ont attaqué le camp Kati, ils se sont dit finalement ça n'a pas suffi. Ils ont une défense. On a vu qu'ils ont attaqué, et je rejoins la phrase du capitaine Ibrahim Traoré quand il parlait de l'hiver noir, mais il avait expliqué tout cela. Au-delà du capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani aussi, lors de ces différentes, avait expliqué tout cela. Maintenant, si vous réécoutez cela, vous remettez en lumière, vous revoyez ce qui s'est passé, c'est à peu près cela. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une signature. Tout ce qui s'est passé entre Kati et Bamako, parce qu'il y avait aussi l'aéroport qui devait être attaqué, le fait d'éliminer les gens, les têtes du régime, c'est une signature internationale. Il suffit juste de lire à côté comment ça se passe, Venezuela par-ci, on l'a vu avec l'Iran. Donc là, c'est une signature. Le fait maintenant, l'autre signature, c'est la signature, ils préfèrent dire séparatiste, djihadiste, mais moi je les mets toujours terroristes du Nord, comme on dit le FLA. C'est la même signature qu'en 2012, quand eux ils ont décidé de ça. Donc il faut bien voir. Et si on revient en 2012, regardez bien les villes au moment où les attaques ont eu lieu. On nous a parlé d'abord de Kati, Bamako, mais ensuite les Sévaré, Mopti, on remonte, Gao, puis Kidal, sont les mêmes villes en 2012, au moment où ils descendaient jusqu'à, on les a arrêtés. Donc, et au-delà de ça, FLA et Jenim, mais c'était MNLA et Al-Qaïda islamique. Donc ils se sont tous dit, on avait tenté, on n'a pas réussi. Cette fois-ci, ce sont ces alliances contre nature qui se sont mis au même moment, sans compter, comme vous le dites, les médias. Mais quand je parle des médias, le problème des médias, parce que le jour même, et je voudrais même faire un focus sur moi, ce que j'appelle, et je pense que les témoins de ça, moi j'appellerais ça la bataille de Kati. La bataille de Kati, c'était le matin. Quand ils ont attaqué Kati, on a vu les premières images où on voyait effectivement les terroristes entrer dans la ville. Nombreux, c'est la première fois que je voyais autant de terroristes. Ce qui m'avait choqué aussi ou marqué, c'est la jeunesse aussi de certains. Beaucoup étaient très jeunes. Il y a une autre image qui est repartie, où on voyait la riposte. Et on entendait une riposte lourde. Et quand il y a eu cette riposte lourde, on voyait les terroristes soit abattus, soit qui fuyaient. Mais il y avait la population derrière aussi, qui se sont mêlés à ça. C'est-à-dire qu'on avait l'unité entre l'armée et la population. Ils ont eux-mêmes chassé ces terroristes, ou au-delà de ça, ils ont traqué ces terroristes, armée et population. Et la belle image que les autres chaînes n'ont jamais voulu montrer, c'était l'image où à un moment donné, on voit l'armée arrêter les terroristes, mais une haie d'honneur pour saluer cette armée. D'autres qui venaient pour se congratuler, d'autres embrasser l'armée qui disait « nous sommes en mission, nous continuons ». Cette image n'a jamais été, et on avait autant d'images, mais ces images ne sont jamais passées par les mainstream. Au même moment, quand les personnes les terroristes, je vais dire, sortaient les images, on a vu où à Kidal, ils avaient pris la possession d'une station d'essence. Ouais. D'autres, la maison du gouverneur. Mais regarde, ça s'est passé peut-être 3 heures après, mais regardez comment les médias mainstream ont récupéré. Et il y a même une autre place à Kidal où on voyait le drapeau malien baissé, ils ont remplacé par un autre. Ces images ont tourné en boucle presque toutes les 30 secondes dans ces médias-là. Par contre, là où il y avait la traque à Kati, là où ils ont défait ces personnes, jamais. Au moment où on montait, on s'est dit, tiens, il y a Sévaré aussi, et que petit à petit, la riposte. C'est pour ça que moi, quand je faisais mon analyse, je disais, mais c'est dommage, mais la riposte et la défense de l'armée malienne est d'une telle puissance que je me suis dit,
en 24 heures, ça va être réglé. Et effectivement, au-delà de ça, par contre, quand j'écoutais les autres personnes ou ceux qui regardaient les médias français, surtout les médias français, Bamako était tombé, le régime était tombé. Et pire encore, ils ont même remplacé, ils savaient déjà qui sont les personnes, je ne vais pas citer leur nom, mais les personnes qui remplaçaient les personnes dans le régime. Il faut écouter, il faut aller voir, regardez même les posts, c'est sur YouTube, allez voir les posts, la fin du régime, et même mieux, quand le général Goïta, voilà, le général Goïta avait disparu. Regardez le nombre de messages qui disaient il est mort, on l'a capturé, il a été arrêté, nous allons négocier, voilà, ou bien il a fui, ou nous allons négocier des choses. Alors que, non, cela. Donc, c'est pour vous dire que le plan a été savamment orchestré. Et c'était le même plan qu'ils avaient utilisé pour le moment du carburant où on disait Bamako est entouré, Bamako est asphyxié. Ils ont vu que le soulèvement populaire, parce qu'eux ils se sont dit pour éliminer un régime populaire, il faut que ça passe par un soulèvement populaire. Ils ont vu que ça ne passe pas. Donc ils ont dit on va essayer de faire un soulèvement avec des actes terroristes, on les tue, on décapite. Mais ça n'a pas passé. Donc c'est pour vous dire que c'est orchestré, mais orchestré par plusieurs types. Donc il faut qu'on arrête de nous dire c'est des séparatistes ou c'est tout un conglomérat autour. Merci beaucoup Babadem. Donc de nombreux points ont été évoqués et on va les reprendre un par un dans un instant donc avec tout le monde. Je sais que vous souhaitez réagir rapidement, Monsieur Jacques Mounombo. Oui, rapidement. En fait, je voudrais m'aligner complètement sur la position de mon frère Baba lorsqu'il parle des médias aux Occidentaux. Effectivement, ces médias-là ne diffusent pas les vraies informations de ce qui se déroule sur le terrain. Parce qu'en fait, il faut comprendre que ces médias-là sont là pour faire diffuser les informations qui vont dans leur sens, pour défendre leurs intérêts. Alors, il s'avère que les Africains qui se trouvent sur le continent, ils doivent apprendre à relativiser, prendre un peu du recul, comprendre au mieux qu'est-ce qui se passe réellement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis très content parce qu'on a l'impression que Bamako était tombé ou encore le Mali était tombé, alors que ça ne l'est pas. On a bien vu le communiqué qui avait été pondu par le chef d'état-major de l'armée malienne, qui félicitait en fait les FAMA pour leur détermination et leur engagement sans faille voilà, à défendre la nation, etc. Et tout. Donc on voit très bien que le calme est quand même la situation sous contrôle et il va falloir que les Africains puissent ouvrir un peu leurs esprits et prendre avec des pincettes les informations venant de l'Occident. Exactement. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur ce point-là. La communication, elle est stratégique parce que la guerre, certes, elle est sur le terrain, mais elle est également informationnelle. On va revenir dessus. Mais Baba, vous avez évoqué certains points, notamment concernant cette alliance un peu contre nature entre le JNIM et les FLA. Est-ce que c'est finalement un aveu de faiblesse, à savoir on n'a plus le choix, on a tenté pas mal de choses, on n'a plus le choix. Il faut quand même le dire ici sur le plateau de l'Afrique, dans tous ces États, ce sont quand même deux groupes qui se sont affrontés pendant très longtemps, deux groupes qui sont un peu en compétition, et finalement on les voit ensemble pour essayer de prendre Bamako. Ça veut dire quoi? C'est quoi le message qui est passé par là? Non, le message qui est là est qu'on ne va pas remonter depuis 1963, la première rébellion, ni les différents accords, encore moins, situons-nous depuis 2012, et la libération de la ville de Kidal. Aux portes de Kidal, l'armée française, en son temps, qui était en avance pour aider le Mali, accompagner le Mali, soutenir l'armée malienne pour libérer les villes, a empêché l'armée malienne d'entrer à Kidal. Et ça a été le caillou dans la chaussure. Et l'armée, finalement, française en son temps, a pris cette cause irrédentiste à sa faveur. Ça résulte de la Libye, la libération de la Libye, le retour au Mali, l'abandon de Kadhafi. Bref, on ne refait pas cette histoire-là. Mais en réalité, depuis ce temps au Mali, on disait que les groupes terroristes, les rebelles, Touaregs sont le matin des terroristes, le soir, c'est des rebelles. Il y avait un système de vase communicant entre les deux entités. Mieux, il y avait un système de sang, de lien de sang. Et elle est longue, cette liste-là. Il y a Dagali, qui est-ce qu'il est par rapport à la famille Al-Ghabas, Intala, les Iforas et les autres. Qui ils sont? Cette réalité-là, cette historiété, sociologie-là, nous la maîtrisons au Mali. C'est clair, nous savons que les deux vases ont communiqué de tout le temps. Et aujourd'hui, c'est flagrant. C'est flagrant que c'est des groupes terroristes. Ce qui me blesse, ce qui me cœur, qui m'atteint, qui m'affecte, c'est la position de l'Occident et de la France. De voir une ville de la lumière, des auteurs du siècle des Lumières, des droits de l'homme, puisse parrainer, soutenir, encourager, même politiquement, puisse
trouver les mots quand même pour soutenir une telle idée, défendre et donner du la presse internationale, au-delà de la cabale. On peut avoir des avis contradictoires et débattre, le débat du débat jaillit la lumière, mais soutenir cela et même aller dans une cabale avec un plan médiatique posé sur une nation, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Nous avons une 1236, la première constitution noire a été votée en Afrique au Mali. Ils sont en face d'un peuple résilient, un peuple combatif, conquérant. Nous avons connu tous les grands États de l'Afrique du Ouagadougou en passant par le Mali, le Mandé, le Gaou, et ainsi de suite. Le dernier État sur notre terre est connu, c'est l'Empire Bambara de Ségou. Nous avons connu tout cela et des conquérants, des résistants. Il ne faut pas se tromper de sociologie d'État, d'esprit. Le Malien est combatif et combattant. Il est combatif et combattant. Les premières révolutions sont parties du nord vers le sud. La résistance face à la... Je me meurt face de voir la France donner le lit à cela et de permettre cela. Aujourd'hui, c'est clair. Il n'y a plus de groupes rebelles au Mali. Ce sont des terroristes instrumentalisés entraînés et formés pendant plusieurs mois en Ukraine, instrumentalisés par toutes sortes de mafias, par des intérêts sordides accompagnés. Il faut appeler le chat par le chat, par deux États. Il n'y a plus de distinction entre le Front de libération donc, de l'Azawad et le JNIB, donc lié à Al-Qaïda. Aujourd'hui, pour vous, on les met, il n'y a plus de rebelles, c'est que des terroristes. Plus aucun doute là-dessus par rapport à la stratégie, par rapport à la démarche. Mais maintenant, l'histoire nous dira si cette habitation de carpe et du lapin va durer dans les faits, dans les pratiques. En 2012, on l'a vu, et en 2026 également, on le verra. Mais j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce que l'armée va revenir à Je pose la question, donc, aveu de faiblesse, deux entités qui se sont opposées, qui finalement se disent on n'a pas le choix pour pouvoir éventuellement faire basculer l'État malien, on doit travailler ensemble. Est-ce que c'est le message un petit peu qui est véhiculé, en tout cas qu'on peut sous-entendre? Non, la coalition de ces deux entités-là n'est qu'un cache-sexe. En réalité, il y a une main derrière, cachée, qui est en train de vouloir déstabiliser le Mali. Vous allez vous rappeler, je pense que c'était en mars 2012, le ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, Alain Juppé, avait effectué un voyage au Mali, de mémoire, et il avait rencontré l'ex-président de l'époque, ATT, Amadou Toumani Touré. Il va lui dire que pour résoudre le problème avec les Touaregs, il va falloir causer au dialogue parce qu'aucune solution ne peut être admise avec la voie militaire. Il dit ça. Et ensuite, lorsqu'il revient sur Paris, sur la chaîne LCI, il dit que j'ai échangé avec le président ATT, ils doivent donner l'autonomie aux Touaregs. Ouais. Donc le but fondamental, c'est quoi? C'est d'émietter le Mali, diviser le Mali. Donc en fait, ils sont dans la politique de diviser pour mieux régner. Tout simplement, il n'y a pas autre chose. En fait, ce qu'ils ont fait par exemple à la Somalie, en 1993, ils ont bombardé la Somalie. C'est devenu un pays des zombies. Ce qu'ils ont fait au Soudan en 2011, ils ont pénalisé Bachar, Al-Assad, machin, tout et tout. Ils ont divisé le pays. Ce qu'ils sont en train de faire, à vouloir faire en RDC, avec le côté de l'Est de la RDC, qui aujourd'hui, plus de 3 décennies, ne fait que se battre, c'est la même chose qu'ils veulent faire avec le Mali. Mais tenez-vous bien. En fait, la chose qui me sidère le plus, c'est qu'il y a des Africains qui sont en train d'être heureux de voir le Mali souffrir. Mais ils oublient une chose, c'est qu'en fait, c'est un programme qui a été planifié depuis longtemps. Les grandes puissances ne viennent pas pour vouloir instaurer peut-être la paix ou encore la démocratie au Sahel. C'est un leurre. Ils veulent recoloniser tout simplement l'Afrique. Donc ils ont commencé par le guide libyen. Ensuite, ils viennent au Sahel. Ils attaquent le Mali. Mais pourquoi le Mali? Pourquoi autant d'acharnement envers le Mali? Mais parce que le Mali représente la digue. Et si on casse cette digue-là, ben c'est toute l'Afrique. Hein. Ils vont finir le Sahel, ils vont aller sur le golfe de Guinée. Après le golfe de Guinée, ils vont descendre sur le bassin du Congo. Après le bassin du Congo, ils vont aller même vers le bassin de Zambèze. Le but du jeu, c'est quoi? Mais c'est de gérer, de mettre la main sur nos ressources naturelles, les matières premières, puisqu'ils n'en ont pas. Ils en ont besoin. Donc, il faut que les Africains conscients et consciencieux comprennent que le combat qui est en train de mener le Mali, comme j'aime à le dire, c'est un combat de longue haleine. Mais ce combat-là ne concerne pas que les Maliens. Ça concerne tous les Africains, partout où ils se trouvent, même le peuple noir. Aujourd'hui, les Africains se pavanent un peu dans les diasporas. Ils sont furieux. Pourquoi? Mais c'est parce que le Mali a fait la résistance. Le Mali a ouvert le chemin. Nul n'était le Mali, il n'y aurait pas eu la révolution au Burkina Faso. Hein. Nul n'était le Mali, il n'y aurait pas eu la révolution au Niger. Donc le Mali a montré l'exemple. Maintenant, c'est à nous de les accompagner. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la coalition entre le FLA,
les forces de la libération des Azawad et le JMIN, en fait, ce n'est qu'un cache-sexe. D'ailleurs, vous allez comprendre que le FLA, c'est quoi? Mais c'est un prolongement de ce qu'on appelait par MNLA à l'époque. Et leurs textes le disent. En fait, eux, ils sont partenaires de la France et même de la MINUSMA. Les objectifs sont qu'ils après la question. Mais lorsque vous allez dire ça aux gens, les gens vont penser que nous, on est contre qui que ce soit. Mais c'est une vérité. Ça a été archivé, documenté, etc. Donc, il faut que les Africains cessent d'être naïfs, qu'ils comprennent que nous avons en face de nous un ennemi qui n'est pas fair play, mais c'est quelqu'un, à la moindre erreur, à la moindre distraction, ben, il ne va pas nous faire cadeau. Je veux même aller loin par rapport à ses propos, à ce qu'il a dit. C'est vrai que je me désolvais de la position de la France. Ça, c'était une position de principe par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux liens d'amitié, aux liens de sang qui existent, qui ont existé, qui ont précédé, par rapport au rôle de la France. Mais je vais plus loin. Il y a des Africains, il y a encore mieux des Maliens. Des Maliens qui sont instrumentalisés par cette cause, qui se retrouvent dans le temps. Oui, les Maliens n'ont pas les mêmes avis politiques. On a une divergence fondamentale en politique. Je suis l'exemple, l'incarnation. Parce que si les balles de 91 m'avaient atteint dans les rues, les balles des militaires, je ne serais pas là. Mais quand l'intégrité territoriale est en jeu, quand le drapeau est en jeu, quand l'armée est engagée, dans tous les pays civilisés, dans tous les pays du monde, tout le monde se met ensemble, se soude comme un seul homme pour faire face à l'essentiel. Mais je suis écœuré encore, meurtri, et j'ai pitié. J'ai vraiment pitié quand je vois des Maliens se retrouver instrumentalisés dans cette cause. Quand je vois des Maliens repris de justice qui parlent de démocratie, qui parlent de paix. Tous ceux-là qui sont en face aujourd'hui en train de parler de paix, de démocratie, développement, ils étaient où en 91 ? Il y avait 3, 2, 4 ans, 5 ans. Nous avions affronté les balles. Quand il s'agit de démocratie, ce n'est pas une bataille pour la démocratie. Et surtout, certains ils n'ont pas encore purgé leur peine. D'autres font face à la justice malienne. On ne peut pas, par rapport au principe, se revendiquer d'une telle lutte, monter sur un arbre, avoir une culotte trouée. Il faut être irréprochable. Quand la patrie est en jeu, les siens sont menacés. Quand la patrie t'appelle, comme le dit dans notre hymne national, il faut être le premier. Il ne faut pas trahir son pays. En trahissant son pays, en se faisant passer comme un traître, quelle image tu renvoies à la population? Et comment ils vont être accueillis? Un chrétien qui s'adonne à cette cause-là et d'autres qui déroulent ce tapis-là. Et ça, j'ai pitié. J'ai vraiment pitié. Et les Africains doivent comprendre que l'Occident, depuis la nuit des temps, en fait, l'Occident, pour utiliser les Africains, pour qu'ils s'entretuent entre eux, ils utilisent que deux choses. En fait, ils sont dans les manipulations d'abord culturelles et même religieuses. Quand je parle de la culture, ce sont les ethnies. Ils opposent les ethnies pour mieux les diviser, afin de les contrôler et s'aimer le désordre. Et les Africains aujourd'hui doivent comprendre que même la religion, en fait, ce n'est qu'un alibi. Vous comprenez? Le but du geste, c'est de diviser pour mieux régner. Alors que nous devons comprendre que la patrie doit être au-dessus de tout le monde. C'est l'intérêt commun. Parce que nous n'avons qu'une seule chose. Pour les Maliens, c'est le Mali. Et ce que nous réunit tous ici, mais c'est l'Afrique. Donc il faut que nous travaillions à ce que nous puissions vraiment mettre des bonnes politiques en place pour faire rayonner notre continent qui a tant souffert. Donc, quand on vous entend parler ici sur le plateau, on a l'impression finalement que le plus grand ennemi du continent africain, eh bien, ce sont ces gens-là, ces propres Africains-là, qui considèrent que le combat mené n'est pas le bon finalement. Est-ce que c'est de l'interne d'abord qu'il faut gérer la situation de l'externe? Exactement. C'est-à-dire qu'en dépit du fait que nous ayons des ennemis extérieurs, mais je pense que la situation que nous avons vécue au Mali, le dimanche dernier, où l'ex-ministre avait été décapité, ne pouvait avoir du succès que parce qu'en interne, il y avait des gens qui ont diffusé des informations. Ça, c'est clair. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que le mal de l'Africain, quelque part, c'est l'Africain lui-même. Je suis désolé de le dire. Pour que les pays de l'AES puissent jouir vraiment d'une paix durable, et que pour qu'ils puissent dérouler leur programme qu'ils ont en tête, de la reconquête de leur souveraineté totale et de la libération de l'Afrique tout entière, il va falloir qu'autour de ces pays-là émergent des hommes politiques capables d'avoir une même vision qu'eux. Il peut y avoir des populations qui suivent finalement le combat de l'AES, mais à partir du moment que les autorités, en tout cas les têtes de ces différents pays ne suivent pas, ça ne fonctionnera pas. Mais ça sera difficile, d'autant plus que quoi? Parce qu'en effet, la population c'est bien, le peuple c'est beau, mais en fait, il faut les hommes politiques, c'est la politique qui règle des problèmes. Kwame Nkrumah le disait.
Il dit qu'il faut d'abord chercher le royaume politique et ensuite le reste s'en C'est un rempart avec les justement, c'est l'homme politique qui impulse les dynamiques dans un pays en prenant les décisions politiques. Et je réitère, c'est un rempart en ayant des assises politiques et des autorités autour. Baba, je me retourne vers vous. On va revenir sur les autorités maliennes, on va revenir sur les femmes, on va revenir sur les populations maliennes. Finalement, qu'est-ce qu'a démontré finalement cet attentat déjoué concernant la capacité donc, de l'État malien à résister? Quelles sont les leçons qu'on tire de cette attaque? Moi, c'est surtout la capacité. C'est l'une des attaques les plus meurtrières, en tout cas au niveau du Mali. Mais moi, je ne dissocie pas le Mali du reste de l'AES, en fait. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est la riposte. Une riposte immédiate. 2012, il a fallu attendre. Ça veut dire que le Mali a changé. Aujourd'hui, le Mali d'hier n'est plus le Mali d'aujourd'hui, clairement. Mais c'est même et pas ça a été démontré. Mais c'est pour ça que je dis je ne dissocie pas de l'AES, parce que là, il ne faut pas oublier l'attaque à l'aéroport du Niger, où la riposte a été très rapide. Le fait de déjouer l'attentat où on devait tuer le capitaine Ibrahim Traoré, et que c'était l'aéroport où il y avait des drones qui devaient être attaqués, ça a été déjoué très rapidement. Même le camp de Kati, il y a à peu près quelques mois de cela au départ, ils ont attaqué de manière assez soudaine, mais la riposte a été là. Donc ce que je sais, en tout cas un acquis est sûr au niveau de l'armée malienne, et même mieux, parce que j'entendais dire où sont les autres, où j'entendais dire l'armée. Exactement, beaucoup ont parlé des forces unifiées, où sont-elles? Oui, mais à ce moment-là, réagir? Moi, la manière dont je voyais la progression de la riposte, c'était, je me disais même, le commandement malien se disait, ne vous en faites pas, on gère. En fait, c'est la perception que j'avais. Effectivement, au bout de 24 heures, toutes les autres, sauf Kidal à ce moment-là, ont été libérées, mais et on parle du Mali, hein. C'est pas un pays où chaque ville qu'on devait libérer, c'est à quelques kilomètres. Là, c'est d'un territoire énorme. Ils sont arrivés. 1 km². Exactement. 1 million. 1 million. 1 million. Et donc, moi, un acquis, c'est la riposte. Ça, c'est déjà ça, la résilience de la population. Mais je répète encore, il faudrait que ces images ressortent. C'est l'unité autour de l'armée. La confiance de cette population autour de cette armée, mais au-delà de ça, c'est l'implication, même si c'est dangereux et à voir après, mais c'était la réplique et je les ai vus dans d'autres villes. Les gens de la population même s'impliquent pour combattre ou traquer ces terroristes. En tout cas, les messages ont été envoyés là-dessus. Donc il y a cette riposte, et il y a au-delà de ça aussi, il y a au niveau de la communication aussi, on a vu qu'on nous parle, il faut voir, hein, ils cherchent une certaine communication, mais je pense que de notre côté aussi, le fait qu'on ait bon, c'est pas si régulier que ça, mais que l'armée puisse communiquer, chercher les bonnes informations et nous dire de manière claire, c'est-à-dire qu'on voyait que c'était pas de la propagande. Quand ils disaient nous avons la situation en main, etc., c'est qu'ils ont eu le temps de vérifier alors que de l'autre côté, c'était une propagande. Donc, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et à dire au niveau de l'AES, c'est-à-dire qu'il y aura encore d'autres qui vont arriver au niveau de l'AES. Mais je pense qu'ils sont prêts. L'armée malienne, selon une étude, première armée d'Afrique de l'Ouest, l'a-t-elle démontré? L'armée malienne s'équipe, elle n'est pas de toutes les façons celle de 2012. L'opinion publique malienne n'est pas celle de 2012. Les forces en présence ne sont pas celles de 2012. Il y a des hommes et des femmes qui ont voué leur vie à sauver le pays, qui ont pris le pari avec l'avenir, avec la souveraineté, avec la liberté. Et ça ne peut pas se faire sans stratégie, ça ne peut pas se faire sans des hommes. Et évidemment, Feu Sadio Camara faisait partie d'un d'eux, mais il n'est pas le seul. C'était le plus modéré et le plus juste d'entre eux, qui avait dans l'ornière les droits de l'homme, les regards, la critique et la sorte. C'est sûr et certain qu'il y a des milliers de Sadio Camara au sein de l'armée. La jeune génération qui est en train de monter, elle est encore plus redoutable au Niger, plus redoutable à Ouagadougou, plus redoutable à Bamako, encore plus que Sadio Camara et toute cette génération. Cette génération de Maliens, de Sahéliens, d'Haïtiens,
se battront pour la liberté. Ce que le camp d'enfance n'a pas compris, ce que les autres n'ont pas compris, Baba le disait fort heureusement, l'armée s'est restructurée, a tiré les leçons. Le temps du bilan viendra. On prendra toute la part de responsabilité des nôtres, des erreurs, des fautes, souvent commises dans ce discernement, dans ce combat-là, parce qu'il y en a certainement. Mais également la part de responsabilité des autres, d'implication et surtout d'interférence et surtout de sabotage, de trahison interne. Tout cela est à signaler et à souligner réellement, d'intrusion. C'est pourquoi je rappelle sans embâche, je rappelle tout le temps, constamment la fierté, l'intégrité, la dignité, le patriotisme, l'appartenance, l'acceptation. Cette armée aujourd'hui est une armée qui se reconstitue, qui est appuyée par 5000 hommes positionnés à Niamey, des forces haïtiennes qui sont composées de Burkinabés, de Maliens, de Nigériens, qui vont monter d'ailleurs jusqu'à 15 000 hommes. Et on ne va pas vous dire, ce n'est pas les stratèges maliens qui vont vous dire l'AS intervient à tel niveau, mais pas encore. Si ça devrait se faire, rien que l'armée malienne peut résorber ce problème, parce que le Mali s'est réellement équipé pour cela. Et cette guerre-là, le président de la République, le président de la transition, le général Assimi Goïta l'a rappelé, on va la faire. Ils sont prêts à la faire. Ils sont partis au combat. Ils n'étaient nulle part, ils étaient tous sur le terrain. Chacun des généraux a rejoint son régiment. Ils étaient les premiers sur le champ de l'incident. Sinon, ils ne vont pas être victimes. Ils ne seront pas blessés. Et j'avoue aujourd'hui que ça me rend fier d'eux. Mais je les appelle un peu, en tout cas, à la retenue. À ce niveau-là, Assimi Goïta pouvait superviser les opérations dans son corps d'origine au camp para de Samankou, entre les siens. J'ose imaginer que son rôle s'arrêtait à ça, mais il l'a fait vers la fin. Modibo pouvait monter dans le camp et d'autres rejoindre la garde de pluie, comme Sadio a pris ce tanker-là, a tiré avec sa garde rapprochée pour se défendre jusqu'au dernier goutte de sang. Et moi, j'avais espoir. J'avais espoir quand on l'a dégagé sur l'hôpital de Kati. On allait pouvoir le sauver, mais hélas, ça s'est passé comme il l'a dit, peu importe, il est tombé, les armes à la main, il est tombé en se battant pour ce pays-là, et cet exemple-là, nous ne l'oublierons jamais, jamais, jamais. Chaque Malien se réveillera avec, chaque Africain fier se réveillera avec, chaque esprit de paix et de justice se réveillera avec. L'armée malienne monte en puissance, l'armée malienne se reconstruit, l'AES a une force. La logique militaire et sécuritaire choisie par le Burkina, le Mali et le Niger, qui ont mis leur destin en commun, est irréversible. Et une opinion africaine, une opinion sahélienne, une opinion mondiale et internationale soutient cette cause-là. L'AES vivra, vaincra, le Mali éternel vivra et vaincra, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on parle beaucoup et surtout notamment actuellement sur les réseaux sociaux. Donc le général d'armée, donc Feu Sadio Camara, est souvent cité. On le rappelle, on cite ses propos, on cite les différentes actions qu'il a pu mener, que ce soit sur le terrain, que ce soit en stratégie. On a l'impression que finalement sa mort a réunifié, à unifier, à consolider, à relier, à gonfler même, à remotiver les Maliens et l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que finalement, il y a des morts, mais il y a des morts utiles? Il y a des morts utiles. Je pense que le feu général Sadio Camara était une grande personnalité du Mali. D'ailleurs, il faisait partie de ceux-là vraiment qui ont réfléchi à ce que l'armée malienne puisse tenir aujourd'hui. Donc je pense que sa mort n'est pas quelque chose d'anodin. Ça a frappé tout le monde, non seulement au Mali, mais un peu partout en Afrique. Je parle ici des Africains éveillés, des Africains qui ont soif de liberté, en fait. Hormis les Africains qui sont là en train de se moquer. Parce que, comme disait Mongo Betty, en fait, l'aliénation est tellement profonde. C'est pour ça que l'aliénation est la pire des prisons que nous puissions en avoir. L'homme aliéné admire son oppresseur. Donc, je pense que oui, effectivement, ça a dérangé tout le monde, sa mort. Mais aujourd'hui, je pense que c'était aussi une erreur stratégique de la part des Occidentaux. C'est important pour le coup, c'était la question suivante, à savoir quelle leçon tirer donc, de ce décès. Bon, mais la leçon à tirer, il faut aussi comprendre que ça nous pousse à renforcer d'abord notre système de sécurité. Quoique, chaque système de sécurité, aucun système de sécurité au monde est infaillible. On a vu ça aux États-Unis, on a vu ça en Iran, on a décapité le guide, on a vu ça même en Libye, comment ce que Muammar Kadhafi avait TQI, tout ça, machin, tout. Donc je pense qu'aucun système de sécurité au monde est infaillible. Mais ici, ça nous pousse encore de dire que, écoutez, les ennemis que nous connaissons déjà, qui est le monde occidental, notamment les impérialistes, etc., et tout, existent, mais nous avons aussi des ennemis à l'intérieur. Donc, ça peut être nos frères
qui ont plus ou moins la même couleur de peau que nous, qui mangent avec nous, qui mangent avec nous, qui sourient avec nous en fait. Donc c'est à nous aussi de comprendre que, écoutez, on ne doit pas faire confiance à tout le monde et que à ce jour, parce que les groupes terroristes, en fait, ce sont des gens qu'on ne voit pas facilement, qui ont une tenue qu'on peut remarquer. C'est des gens qui sont souvent dissimulés dans les populations. Donc il est très difficile quand même de les détecter. Donc je pense qu'à ce niveau-là, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Nigeria, ils doivent vraiment mutualiser leurs forces, comprendre qu'il faut redoubler d'efforts, redoubler de vigilance, parce que ce qui est arrivé au Mali va encore arriver. Comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure, le combat vers la souveraineté, de la reconquête de la souveraineté, c'est un combat qui ne va pas finir maintenant. D'autant plus qu'on a suivi le Quai d'Orsay. Hein. Ils ont produit un communiqué comme quoi que les ressortissants français doivent libérer provisoirement le territoire malien. Ouais, mais pourquoi ils le disent? On est Pourquoi ils le disent? Dans une cabale. Dans une cabale. Ouais. Ça, mais il n'y a pas que le Quai d'Orsay, il n'y a pas que la France. Il y a le Canada et la Grande-Bretagne aussi. On n'est pas une première. Là. Voilà, justement. Donc, c'est pour dire même les États-Unis. Voilà, c'est pour dire que là où ils sont là, parce que le but du jeu, c'était quoi? C'était carrément de déstabiliser la marche de la transition de Assimi Goïta. C'est-à-dire que renverser le système, c'est un coup d'État manqué, en d'autres termes. Ne faisons pas l'économie des mots. Un coup d'État manqué. Et donc, du coup, là, ils sont en train de grogner. Ils se disent, mais tiens, on a raté un truc, mais il va falloir qu'on revienne en force. Et pour revenir en force, c'est pour ça qu'ils ont demandé à leurs ressortissants de quitter le territoire. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller d'autant plus que celui qui trahit la patrie, on n'a pas à le ménager. On n'a pas à le ménager, on n'a pas à le caresser au sens du poil. C'est-à-dire qu'il va écoper le nombre d'années de prison, voilà, qu'il va falloir qu'on lui donne. Ou encore, s'il faut qu'on mette la peine de mort, il faut mettre la peine de mort. Parce qu'en Chine, c'est ce qu'ils font. Hein. Les Chinois avancent, c'est parce qu'il n'y a pas de pitié, il n'y a pas d'état d'âme. Tu as commis, on te frappe et l'État avance. Baba, cette attaque, véritable onde de choc pour les pays de l'AES, pour le Mali, de véritable prise de conscience. Un bilan va être effectué. Les autorités ont déjà commencé à travailler, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, comment on a pu en arriver là. Donc, on suppose que plusieurs actions vont être mises sur le terrain pour modifier la situation, pour améliorer la situation, pour faire en sorte que cela n'arrive plus jamais. Donc, de cette même manière-là. Et vous, quand on regarde certaines images, vous avez parlé d'images, quand on regarde certaines images, on voit des véhicules arriver à Kati. Et finalement, beaucoup se disent, mais comment se fait-il qu'une horde de motos arrive de cette manière-là à Kati et que finalement, les autorités, les militaires, la police n'a pas été informée? Comment on peut l'expliquer? Après, il faut voir aussi dans le cadre du JNIM, toutes les attaques qui ont été faites à un certain moment, le JNIM a l'habitude de recruter, en tout cas leur changement de stratégie a été de recruter au niveau local. Je ne suis pas sûr que sur les 10 000, 12 000 dont on a parlé, ils n'ont pas quitté le nord pour traverser le pays. C'est au niveau local aussi qu'ils ont pris pas mal de personnes de cela. Mais pour revenir au général, je pense que le général Sadio Camara devient, c'est le martyr, il devient ce héros. Et je pense même qu'il devient ce symbole parce que lorsque vous regardez les obsèques, les différents témoignages, il faisait partie de ces personnes qui avaient qui inspiraient beaucoup de gens et beaucoup le respectaient au-delà même de l'armée. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, ça va donner à l'armée, parce que quand l'armée partait avec une certaine, qu'on voyait peut-être pas avant, une certaine, pas forcément colère, mais une certaine fougue. Motivation. J'avais l'impression qu'ils vont à la bataille, ils vont gagner cette bataille et ils vont dire je l'ai fait pour toi, on l'a fait pour toi. On t'a pas oublié et je pense que ça va traverser toute l'AES. Et autre chose, c'est une erreur, pour moi, c'est cette erreur-là va changer. Erreur, c'est même pas une erreur, mais c'est ce meurtre-là, cet assassinat-là, cette lâcheté, va changer toute la donne et je pense que ça va faire reculer même beaucoup parce que là vous allez voir ce qui est étonnant, c'est que quelques semaines avant, même pas quelques jours avant, que ce soit au forum de Dakar, on voyait Abdoulaye Diop et même le ministre des Affaires étrangères du Niger avoir ce côté militaire, ce côté qu'on ne les voyait pas. Comme s'ils savaient que quelque chose, ou bien en tout cas il y a une ligne rouge qui
qui était presque en train de franchir. Cette ligne rouge a été franchie et je pense que là, cette fois-ci, il n'y aura plus de mise en garde. L'AES va agir. Et agir très simplement. On va avancer, malheureusement le temps imparti est déjà quasiment écoulé. On peut aussi quand même ici notifier l'élan, donc notamment des mouvements diasporiques, que ce soit dans différents pays, en France, mais également sur le continent américain, en Europe. Il faut le dire ici, beaucoup ont été mobilisés, que ce soit les Maliens, mais également les mouvements panafricains, les Africains. Beaucoup de solidarité autour du Mali, même si c'est décrié parfois avec certains qui se moquent, qui en rient, mais il faut le dire ici sur le plateau, l'Afrique est quand même et reste solidaire. Beaucoup ont témoigné des preuves de solidarité, ont montré qu'ils étaient avec et derrière le Mali. Baba. Juste une petite dernière image, parce que ça, j'y tiens vraiment. 2012, 2013, quand on voyait la haie d'honneur des Maliens à Bamako, c'était qui était au milieu et qui recevait les félicitations parce qu'on les prenait pour des sauveurs? C'était les Français. Ouais. 10 ans, presque 15 ans plus tard, ceux qui font la haie d'honneur et qu'on va féliciter, c'est l'armée malienne elle-même. Donc ces deux images qui veulent dire qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je vais rejoindre mon frère qui disait que le Mali d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. Parce qu'on voit très bien que tout a complètement changé. Et lorsqu'on traite les questions de politique et de géopolitique, il n'y a que deux choses. Il y a la diatopie et la diachronie, c'est-à-dire que la variation des événements dans l'espace et dans le temps. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, les peuples maliens, les autorités parlent avec franchise, ils n'ont plus peur en fait. Or, autrefois, ils pouvaient se cacher pour bouder, pour dire que, écoutez, si on franchit par exemple la ligne rouge, on va peut-être nous frapper et tout. Mais aujourd'hui, ils parlent ouvertement que le combat qu'ils sont en train de mener est un combat qu'on ne va pas négocier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'AES a réussi une partie de ses objectifs. Mais tout à fait, l'AES a réussi une partie de ses objectifs, même pas à 100%, mais au moins, je pense qu'à plus de 50%, vraiment, l'AES est en train d'aller. Voilà, ils sont en train d'avancer, ils sont en train de chercher à implémenter les projets dont ils ont en tête. Et aujourd'hui, je pense que c'est toute l'Afrique qui devait les accompagner. Comme j'aime à le dire, en fait, ce projet ne concerne pas que les pays de l'AES, mais ça concerne tous les pays subsahariens. Et on constate qu'il y a eu une certaine prise de conscience après cette attaque-là. Ben oui. Ça, il faut le dire ici sur le plateau. On va quand même parler des réactions de l'Union africaine et de la CEDEAO. Est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous manqué, entre guillemets? Qu'attendions-nous éventuellement de l'UA ou de la CEDEAO? Oui, c'est toujours le médecin après la mort par rapport à la série, la réaction diplomatique de courtoisie. Il y a eu celle qui était attendue, la seule d'ailleurs, c'est celle de l'AES qui est partie au projet, qui est une partie. Mais ce qui m'a surpris, c'est la première réaction du président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Ça, c'est une des premières réactions quand même qui va dans le sens, qui appuie, qui vient au point nommé. Et d'autres séries qui suivent, beaucoup de pays ont réagi. Bénin, et voilà, c'est une suite logique, mais certains ont attendu beaucoup plus tard et avec des communiqués assez imbriqués. C'est le cas de la France, où on dit se tenir auprès de la population, mais ne pas tenir compte de l'État, où on veut féliciter le peuple. Et c'est encore le double langage, ou l'Algérie qui tient en même temps à l'intégrité territoriale du Mali, alors que c'est le pays qui venait d'abattre notre drone, qui laisse passer sa frontière poreuse de 1400 km, qui abrite des rebelles, qui abrite des repris de justice, qui abrite qui a laissé passer 12 000 hommes vers le territoire malien et qui est venu en renfort, ou là encore la Mauritanie, on attend encore, qui est inquiet, mais qui fait tout pour tirer du... non, bref, ce n'est pas sérieux tout ça. L'Union africaine est montée au créneau. Aujourd'hui, c'est le médiateur qui va à Abidjan, qui consulte alors que la crise est tout. Non, les opinions n'en sont pas là. Les états d'âme n'en sont pas là. Les états d'esprit n'en sont pas là. Aujourd'hui, le Mali a compris. L'AES a compris, ces autorités-là ont compris. Ils se sont battus, ils se battent avec le soutien de leur peuple. Ils savent ce qui les aide. Ils croient à cette triptitude-là, sont montés au créneau et il n'y a plus de langage de bois là-dessus. Si tu accompagnes l'effort de ce peuple-là, tu vois ce que ce pays a payé comme sacrifice en vies humaines, civiles et militaires depuis 2012. Ça fait une flopée. Et ça fait une flopée, c'est une mémoire vivante. Et ces hommes et ces femmes qui partent, anonymes, connus, inconnus, et jusqu'au dernier, symboliquement, cet acte contre Sadio Camara soude plus que jamais la nation, le peuple, et encore plus l'armée. C'est la principale conséquence, donc la mort du général d'armée Sadio Camara, à savoir l'union sacrée donc des Maliens. L'union sacrée des Maliens. La galvanisation donc des FAMA
etc., etc. C'est la première conséquence directe donc, de la mort de Sadio Camara Déjà, qui peut tout faire basculer encore une fois. D'ores et déjà, le Malien est patriote. Il aime son pays. L'Africain, le Malien a cet esprit de résilience qu'il peut se sacrifier où il est, quoi qu'il en soit, pour sa patrie. Et encore, quand tu touches le sommet de l'État, tu touches des hommes et des femmes qui sont des symboles. Et que le Malien a vu que cette idée populaire qu'on a soutenue, pour laquelle on s'est convaincu, on s'est battu, le Mali est un conglomérat de tout ça, et soutenu ailleurs, ça soude le peuple, ça soude l'armée, ça motive, ça encourage, ça donne une énergie qui fait qu'on se décuple, et on n'est pas seul. Niamey, Bamako, Niamey, Ouaga, on a désormais un destin lié. Ça va au-delà de ces pays-là. Il y a une opinion qui est là, qui soutient cela. Et je crois que ça fait que renforcer cette résilience pour la victoire de la... Babadem, je me retourne vers vous. Réaction de l'Union africaine, réaction de la CEDEAO, réaction de plusieurs pays du continent africain, mais également d'Occident. Vous en pensez quoi? Oui, je rejoins. Le seul communiqué qui est venu rapidement et de manière ferme, pas le côté diplomatique, c'est celui de Bassirou Diomaye Faye. Mais il est dans la même lignée ou la logique que quelques semaines avant, il avait dit, non, quelques jours avant, lors du Forum Dakar, il avait dit il nous faut une armée africaine qui puisse se défendre par elle-même et que nous devons... Donc il était dans cette logique-là. Après les autres, moi j'avais l'impression qu'ils s'étaient alignés à la France. Après, ça n'engage que moi. J'avais l'impression que eux, le plan, c'était que le régime tombait et qu'ils attendaient de savoir si le régime allait tomber. Et en sachant que le régime ne tombe pas, que d'autres réactions sont venues. Pour moi, c'est une lecture. C'est ma lecture que je fais. Mais là, les faits sont clairs. Et surtout pour les gens de l'AES, en tout cas, que ce soit pour le capitaine Ibrahim Traoré ou le général Tiani, au moins tout ce qu'ils avaient prévu avant. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'était on alerte, on vous voit. Faites attention, faisons en sorte que ça ne se passe pas. Aujourd'hui, ils ont vu que ça s'est passé. Maintenant, à tout le monde de tirer leurs propres conséquences. Vous en pensez quoi, Jacques Mouloumongumba, à savoir que certains pays auraient attendu éventuellement ce qui allait se passer au Mali, à savoir c'est probable, selon certains, chute de Bamako, chute du Mali, avant de réagir. Est-ce que vous comprenez un peu cette lecture-là? Ben justement, c'est-à-dire que tous les pays voisins là étaient en jubilation, hein, c'est-à-dire que voilà, eux ils attendaient effectivement que le gouvernement tombe. Tous les pays adversaires, hein, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, je suis désolé de le dire, mais ce sont les faits. Parce que ces pays-là abritent des bases arrières qui font à ce que le Mali ou le Burkina Faso ou le Niger soient attaqués. Mais il y a aussi l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on dise la vérité. L'Algérie n'est plus en odeur de sainteté du point de vue diplomatique avec le Mali. Et on se souvient très bien que l'Algérie avait frappé un drone malien. Donc ils ont des problèmes. Mais le véritable problème, je pense que la goutte d'eau qui a débordé le vase, je pense que c'est le fait de cette question qui est très sensible sur la géopolitique internationale, le Sahara occidental. C'est-à-dire le fait que le Mali ait reconnu la marocanité du Sahara occidental, je pense que là, vraiment, ils avaient vraiment franchi la ligne rouge. Et ça fait que... Pour la souveraineté, en tout cas, que exactement, les peuples décident eux-mêmes de leur sort. Parce que la question du Sahara occidental, c'est une question qui est très sensible à Issa. Vous pensez que et même les grandes puissances internationales ont du mal à se prononcer là-dessus. Donc justement, il faut faire le lien. Il faut faire le lien. Parce que vous savez pourquoi? Vous savez, une information en géopolitique, une information, même quand elle est fausse, il faut toujours l'analyser avec lucidité afin de faire un rapprochement avec le réel. C'est toujours important. C'est des éléments qu'on ne peut pas négliger comme ça. Il faut mettre ça dans un sac et regarder un peu qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que ça peut nous donner des pistes vraiment d'information? Parce que moi, je pense que, voilà, effectivement, l'Algérie n'a pas vocation vraiment que le Mali ou encore les 3 pays de l'AES puissent s'unir politiquement. Parce que ces 3 pays-là, si l'AES partait vers l'État fédéral, rassurez-vous, ça sera le pays le plus puissant de la sous-région. Maman, vous en pensez quoi? Vous tourniez la tête en mode comme quoi Non, ça peut être... Je pense pas que c'est ça qui a fait basculer les choses, parce que l'attaque, la manière dont ça a été coordonné, c'est quelque chose qui a été planifié depuis très longtemps. Complètement. Mais selon vous, c'est le déclic? C'est quoi ça? Non, peut-être que c'est juste l'hésitation qui aurait pu dire que... on fait ou on fait pas, on attaque ou on n'attaque pas. Mais c'était planifié, c'était sûr qu'ils allaient attaquer. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, mais c'était clair, planifié, et même les télévisions
avaient déjà planifié depuis longtemps leur texte. Donc, vous en pensez quoi concernant donc, effectivement le Sahara occidental? Il y a eu une certaine reconnaissance de la part du Mali. Le Sahara est un élément à prendre en compte qu'il ne faut pas négliger. Mais peut-être même que le Sahara, la position malienne sur le Sahara vient dans la suite logique ou dans la dégradation, la longue dégradation, et puis des alertes par rapport au camp algérien, comme quoi pour dire que nous voyons ce que vous êtes en train de faire, ce que vous planifiez, arrêtez, on réagit pour faire mal et pour que vous compreniez le message. Sinon, Tchani l'a dit, Ibrahim, capitaine Ibé l'a dit, d'autres l'ont redit, le Mali même, tu as des signaux, tu sentais une certaine frilosité, tu sentais que les pays étaient sur ses gardes et on attendait, on pensait à quelque chose, c'est une réalité. C'est vrai, l'histoire du drone, la justice, l'Algérie n'a pas voulu répondre. Mieux que ça, on abrite encore des terroristes, c'est des repris de justice, tous les gars du MNLA en son temps. C'est une variation juridique. En fait, c'est habile. C'est des officines qui planchent sur ces aspects-là. Ces hommes et ces femmes en sortant du Mali étaient MNLA. Ils sont poursuivis tous devant la justice malienne. Ils arrivent en Algérie, ils créent FLA. FLA créé plus ou moins sur le territoire malien, à la frontière, pour que ces hommes ne soient plus poursuivables devant le droit malien, parce qu'en sortant, ils avaient une plainte, ils se leurrent. X reste X, quand tu es poursuivi devant la justice malienne, la justice ira jusqu'au bout. Quand les poursuivis devant des tribunaux à Ouagadougou, ça ira jusqu'au bout. C'est un leurre. Tout ça, ça fait comprendre que, mieux encore, sur le côté sécuritaire, sur le côté militaire, la stratégie va loin. Pour la première fois, on intercepte des échanges en italien. Des échanges en italien au nord du Mali. 12 000 hommes sur le territoire. C'est la mafia italienne qui s'en mêle. Donc, c'est des mercenaires venus de partout. C'est des gens aguerris qui ont été formés en Ukraine au maniement des drones, au maniement des engins explosifs. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est plus de l'amusement. On a dépassé le point. Il faut savoir raison garder que les Maliens doivent se ressaisir. Ceux qui s'adonnent à des implications ou à des complicités avec hommes politiques ou pas, doivent se ressaisir parce qu'il faut se tenir droit quand l'État est attaqué. Parce que ce n'est plus de la rigolade, ça atteint des niveaux où vraiment il faut sauver le pays et sauver la patrie. Il faut se battre pour la patrie. Et je crois que ça c'est purement malien. Les Africains nous suivent parce que c'est l'un des rares pays qui dit qu'il est prêt à renoncer à toute ou partie de son intégrité pour la sauveté, pour l'Union africaine. Et ça, le symbole est là aujourd'hui. Et ces États ont compris. Ces États ont compris, l'AES a compris, le Niger a compris, le Burkina Faso a compris. Ce noyau qui est là est soutenu et l'Occident doit le comprendre pour une bonne fois pour toutes. Doivent le comprendre et prendre ça en compte. Quand je vous entends parler, messieurs, je me dis qu'effectivement la guerre de l'information est hyper importante parce que des informations qui ont été données ici, ce sont malheureusement des informations qu'on ne voit pas partout. Donc là, dernier point que je considère important et qu'il faut absolument aborder, c'est concernant l'information, concernant la communication, concernant l'importance d'intégrer donc vraiment cette guerre informationnelle. Et parce que finalement, encore une fois, on l'a dit, la guerre se fait sur le terrain, mais elle se fait aussi au niveau de l'information. Parce qu'il y a des militaires derrière, il y a des populations derrière qui doivent avoir les informations nécessaires pour pouvoir se tenir debout aux côtés donc, des différents objectifs, des différentes autorités, etc., etc. Donc qu'est-ce que vous avez à dire? Et surtout, comment jugez-vous donc, la stratégie de communication qu'a pu mener le Mali concernant donc, cette attaque du 25 avril? On voit qu'il y a eu un changement, une sorte de basculement. Je sais qu'ils ont créé, donc il y a le Sigma qui existe depuis quelques temps, qui véhicule des informations. Il y a l'État, le président qui parle d'attention, faites attention aux informations que vous, entre guillemets, avalez, etc., etc. On a l'impression qu'il y a une véritable prise de conscience. Vous en pensez quoi, Babadem? Après, faites le tour. Pour moi, oui, il y a une prise de conscience. Comme je disais tout à l'heure, le fait qu'on communique des informations justes. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment le point faible de la communication. Ne serait-ce que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous regardez le camp des terroristes, ils véhiculent, même si c'est faux, et des images, ce qui fait que quand les autres régions, c'est-à-dire en Amérique latine, Asie, reprennent en disant tiens, il s'est passé quelque chose, généralement c'est 24 heures après qu'eux ils reprennent, mais ils reprennent les mêmes images en disant voilà une nouvelle attaque, Bamako sous embargo, le blocus, etc. C'est repris. Et quand on est inquiet, chaque minute, on est sur les réseaux sociaux pour avoir une information. Exactement. Mais vous avez souvent l'autre information. Et de l'autre côté, les communiqués sont en français.
Et c'est de la lecture. Donc il y a du travail à faire c'est-à-dire communiquer dans vos langues locales, etc. Il va vraiment falloir faire vite, il nous reste à peine 30 secondes. Vous en pensez quoi? Oui, mais la communication reste très fondamentale, d'autant plus que voilà ce qui se passe au Mali, ou sinon au Sahel, ce n'est pas seulement un combat militaire, hein, c'est aussi un combat dans le champ immatériel. Donc je veux dire par là la communication, l'information. Ce qui fait que quoi, les mauvaises informations qui passent du côté de nos adversaires ont pour objectif de discréditer d'abord les gouvernements en transition. Exactement. Et en plus leur partenariat avec la Russie. Donc c'est aux populations de comprendre avec un peu plus de recul que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas forcément juste. Pour comprendre, il faut les informer. Il faut les informer vraiment à tout moment. Et en plus, aussi, nos États doivent débourser vraiment des budgets colossaux pour pouvoir diffuser un peu les informations au niveau de notre communication.